Je vais demander à Pierre-Olivier Monteil, qui est chercheur en philosophie, chercheur au Fonds Ricoeur, d'intervenir. Il vient de publier un ouvrage qu'il tient en main, Éthique de la pratique ordinaire chez Agora. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Paul Louvre. Effectivement, je vous ai apporté ce petit livre qui est sorti il y a quelques semaines, Éthique de la pratique ordinaire, en fait, qui sera l'objet de mon intervention, et qui est au départ un cours qui se passe à Dauphine, dans un master qui s'appelle Économie et gestion de la santé. Et en première partie de premier semestre, on fait un cours sur éthique et management. Et puis dans un deuxième temps, il y a ce deuxième cours qui s'appelle, en fait, à Dauphine, ça s'appelle Éthique de l'action en organisation. Mais c'est devenu pour le livre Éthique de la pratique ordinaire, avec l'idée en fait, de porter attention à ce que j'appelle des petits nœuds de difficultés qu'on rencontre tous dans la vie courante. Alors l'idée, c'est à la fois que ça s'applique, ça porte sur des situations professionnelles, que l'on soit manager ou pas. Et donc c'est là où c'est un élargissement par rapport à la question de l'éthique du management. Et puis deuxièmement, ça peut évidemment porter sur des situations courantes quand on fait ses courses, quand on est en loisir, en famille, au sport et ailleurs. Alors, donc, quelques exemples. Par exemple, comment permettre à la discussion de rapprocher effectivement les points de vue, sans brutaliser les contradicteurs, les contradictions. Bon, par exemple. Est-il possible de remédier à la situation qu'on vit tous, c'est-à-dire une espèce d'urgence permanente? Tout va trop vite, tout s'accélère et on n'a jamais l'impression d'avoir le temps suffisant pour poser et faire les choses. Comment surmonter une certaine propension à l'évitement du conflit? Certains aiment bien le conflit, comme disait Nougaro, à Toulouse, même les mémés aiment la castagne, mais inversement, il y a des gens qui peuvent avoir au contraire plutôt le souci d'éviter l'affrontement. Bon, et néanmoins, ça pose problème parce que ça va refaire surface tôt ou tard, sous une autre forme et souvent de façon plus sévère encore que ce qu'on a voulu éviter d'abord. Bon, alors, ces différentes questions renvoient à l'éthique, d'où cette préoccupation de parler d'une éthique ordinaire. Elles mettent à la recherche de ce qu'on appelle l'action qui convient. Convient, c'est faire une convergence entre une situation et puis les références qu'on va appliquer à la décision prise, à la posture adoptée. Donc, comment est-ce qu'on fait converger une situation et une norme qu'on applique, une règle? Alors, en fait, dans la vie courante, il me semble que ces différentes questions peuvent avoir un statut très différent. Il peut y avoir le statut dans notre esprit, je veux dire, le statut de la difficulté récurrente. Par exemple, je déteste la prise de parole en public, c'est un cauchemar, et je l'évite, etc. Et donc, au bout d'un moment, ça va devenir une phobie. Bon, alors qu'on peut se dire, mais tiens, il ne s'agit pas d'une approche psychologique, mais de poser en quelques mots quel est le problème, quel est le risque, quelle est la solution. Bon. Ensuite, il y a un deuxième type de statut, ce serait une absence totale de préoccupation. Par exemple, imaginons que, alors là, au contraire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup s'entendre parler, et qui ne sait pas écouter, qui n'y pense pas. Et donc pour lui, le problème n'existe pas. Sauf qu'en réalité, ne pas être disponible pour écouter ce que quelqu'un est en train de m'exprimer, c'est un gâchis énorme, c'est un irrespect par rapport à l'interlocuteur, et probablement c'est la base des points de départ de plein de difficultés dont l'intéressé est totalement inconscient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, quoi. En fait, c'est un gâchis qui reste comme ça, complètement non identifié. Et puis, il peut y avoir le statut de la question, j'appellerais ça la question mal posée. Par exemple, justement, l'urgence. Et souvent, en constatant que tel ou tel est régulièrement débordé, en retard, etc., dit, mais en fait, t'es mal organisé, quoi. Donc, va faire un petit stage de gestion du temps et ça ira mieux après.
Et pour moi, c'est vraiment une question mal posée parce que c'est absolument pas une question individuelle. Ça peut l'être de façon très marginale et que véritablement, c'est notre société qui est malade du temps. Et donc, il faut voir comment faire autrement pour traiter ce problème, en tout cas le penser collectivement et voir qu'est-ce qu'on peut y faire ensemble et non pas en désignant un bouc émissaire qui est un petit symptôme de rien du tout par rapport à cette accélération phénoménale que nous subissons. Bon. Voilà. Alors, donc, tout ça avec quelle optique? Eh bien, d'essayer d'abord de surmonter ces difficultés, pourquoi pas. Et notamment, l'idée, c'est de ne pas en faire comme la météo, quelque chose sur quoi on n'a pas prise, et donc de subir les choses comme ça. Et puis deuxièmement, parce que quand on n'y pense pas, en fait, ce sont des choses qui ne s'abordent pas, ou quasi jamais, dans un cursus scolaire et universitaire. On ne se pose pas pour parler de parler, par exemple, bon, etc. Donc l'idée, c'est qu'à partir de là, en situation, il va falloir faire face. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise les moyens du bord, à savoir, bien souvent, les représentations plus ou moins archaïques qu'on a en tête de ce qu'on a appris au cours de notre éducation, en famille, ici ou là. Et en fait, ce sont des choses qui ne sont pas interrogées, qui ne sont pas discutées, qui sont plutôt que des choses qui nous ont été inculquées, dont on n'est pas vraiment conscient. Et par rapport à ça, à mon avis, centralement, il y a la question d'un certain rapport au pouvoir. Et en particulier, en tant que manager, quel est mon rapport au pouvoir et quelles sont les représentations qui m'ont été inculquées, consciemment ou pas, notamment dans le cadre familial ou dans le cadre scolaire, etc. Et à partir de là, on voit très souvent que des managers qui n'ont pas fait une formation permettant de prendre du recul par rapport à ces représentations ont un management qui peut être brutal, qui peut être en tout cas inapproprié. Donc comment être quelqu'un qui pilote, qui se conduit, plutôt que simplement se comporter. Donc de creuser l'espace entre moi et moi pour être un peu plus conscient de ce que je fais et de ce que je peux en penser. Bon, et enfin, troisième perspective, c'est essayer de mettre ces questions et ces problématiques en perspective par rapport à la société en général. Et on faisait allusion tout à l'heure à Marc Hunyadi, il y a quelques minutes de ça. Marc Hunyadi a écrit un petit bouquin qui s'appelle « La tyrannie des modes de vie », où il dit justement c'est une chose de s'intéresser ponctuellement à telle difficulté à l'instant T d'un point de vue éthique, mais si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le contexte, d'où vient ce problème? Par exemple, si on prend la question de l'urgence, on peut avoir l'impression de soigner le symptôme, et que le problème véritablement ne sera pas abordé. Et donc on aura du mal à y remédier. Bon. Et donc Marc Hunyadi appelle ça une démarche de blanchiment éthique. C'est-à-dire que voilà, on a discuté, soi-disant éthiquement, du truc, mais en fait, on a complètement évité le problème, et le problème de fond reste entier. Mieux, il est clandestin. Il peut continuer tel quel. Bon. Donc, c'est une façon d'essayer non pas dénoncer, mais de débusquer ce type de problème, là où ils existent, par une remise en question. Voilà. Et donc, l'idée, à partir de là, ce serait, autant un temps soit peu, pourrions-nous, en y réfléchissant, et en discutant, rendre les espaces de travail un tant soit peu habitables, voire désirables, et non pas à fuir, comme on peut ressentir que c'est le cas avec certaines propensions au télétravail, par exemple. Bon, donc tout d'un coup, hop, moins je vois mon chef, mieux je me porte, donc chez moi, ce sera très bien. Et donc, la question du management, du coup, est complètement oblitérée. Bon. Donc, comment faire mieux? Et puis, je dirais, au-delà de ça, comment contribuer à faire en sorte que le travail soit un lieu qui prédispose à des comportements de citoyens. C'est une très vieille histoire, mais qui est actuellement un peu en difficulté. C'est le travail comme activité qui humanise, au lieu que ce soit une activité qui déshumanise. Et parmi la dimension d'humanisation, il y a être citoyen. Et donc, comment faire en sorte que le travail ne soit pas un endroit où on apprend à faire chacun pour sa peau et avec le plus grand cynisme, mais au contraire, quelque chose qui soit une école de la coopération et qui ouvre au monde et qui à la discussion et qui prépare à être un citoyen actif et inventif. Voilà. Alors, à partir de là, on n'aura évidemment pas le temps d'évoquer les 9 thématiques que le livre, le cours d'abord, puis le livre ensuite aborde. Mais donc je vais survoler, et puis en terminant par la question de finalement ce serait quoi le fil rouge, les points communs
9 thématiques. Il y en a 3 qui sont liées à la communication, le contexte de la communication digitalisée, la question de la discussion, l'éthique de la discussion, la question de la parole dont on a parlé, quel usage peut-on avoir de la parole. Ensuite, il y a 3 questions liées au rapport au pouvoir, le courage, le conflit, et puis ce qu'on peut appeler la servitude volontaire, c'est-à-dire quel est mon rapport au pouvoir, et en particulier, est-ce que je ne suis pas le principal artisan de mon propre malheur? Est-ce que je ne suis pas en train de baisser pavillon à tous les coups, et que du coup je dis oui alors que je pense non? Bon. Et donc comment y remédier? Et puis trois questions plus dans l'ordre des valeurs, c'est en fait quels sont le prisme sous lequel nous envisageons les situations. Alors il y a la question de l'urgence, qui nous réduit considérablement les moyens, parce que dans l'urgence, on n'est pas serein, on n'est pas inventif, on n'a pas la patience, etc. Bon, donc c'est quelque chose qui réduit notre capacité de réaction et de jugement. Deuxièmement, il y a la question du risque. Sommes-nous dans une société qui tolère le risque, ou est-ce que le risque n'est pas à éliminer, avec la vieille histoire du risque zéro, qui n'existe pas comme chacun sait? Mais alors à quel prix? Qu'est-ce qu'on chante en exigeant le risque zéro, l'illusion du risque zéro? Et puis troisièmement, une petite question terminale, c'est-à-dire la question de l'écoute. Et la question de l'écoute, c'est-à-dire on parle beaucoup de parler, mais du coup on a tendance à évacuer la dimension de réceptivité qui va avec la posture d'écoute. Et avec les désastres ou les inconvénients auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Bon. Alors, sans être trop long, je dirais sur la question de la communication. Premièrement, juste, nous vivons une société de la communication, avec plein de guillemets, et ça s'environne je dirais presque une mystique de l'utopie de la société de communication. Que ce soit en management, que ce soit dans l'action courante, que ce soit en politique, il n'y a pas un problème dont on ne dit pas avec une bonne campagne de com, le problème sera réglé. Bon. Alors, au prix de ne pas poser la question, de ne pas laisser discuter, etc. Et donc, avec un peu de poudre de perlimpinpin, ça va bien se passer. Et je dirais, c'est lié avec ce discours-là, ou cette posture-là, s'accompagne de termes associés qui sont souvent le symptôme d'une grosse erreur. Parce que, par exemple, on associe communication et transparence. En disant tout ça va contribuer à la confiance. Or, il se trouve que la transparence, c'est la capacité de pouvoir vérifier les choses. Donc, on met tout ça sous vitrine, et donc tout est transparent, et on peut tout voir et tout vérifier et tout contrôler à tout instant. Alors, c'est la labellisation, la traçabilité, etc., etc. Éventuellement, même les façons d'inciter ou de dissuader tel ou tel comportement en agissant sur la réputation. Bon, à l'extrême, c'est ce qui se passe en Chine avec les systèmes. Si vous êtes mauvais contributeur, vous avez un loyer de retard, vous passez devant telle affiche numérique et votre portrait en cave va s'afficher au vu et au su de tout le monde pour vous dénoncer. Bon. Mais on trouve ça aussi aux États-Unis, où il y a beaucoup de systèmes qui incitent et dissuadent les entreprises à tel ou tel comportement, que ce soit écologique ou autre, en faisant savoir quelle est la politique, quelles sont les mesures prises par telle entreprise, qu'elles sont bien ou mal vues. Bon, donc une espèce d'incitation par le poids de la réputation qui pèse sur les épaules de chacun. Bon. Très bien. Alors, donc, l'histoire, c'est que la transparence est en réalité le contraire de la confiance. Parce que la confiance, elle fait confiance, un point, c'est tout. Bon. Donc, cette idée donc la communication et son idéologie, qui serait plus une idéologie qu'une utopie, donc trimballe des choses qui méritent à être réfléchies, à être discutées. Bon. Notamment, et tout, je dirais de façon très prosaïque, la communication, à force d'être vantée et cultivée, et de bénéficier d'outils très très puissants, ressemble de plus en plus à un brouhaha, voir les réseaux sociaux, et puis voir ce qui se passe dans nos boîtes mail, qui sont littéralement envahies. Je dirais, à un certain moment, est-ce que la communication ne devient pas comme un déchet? Qu'est-ce que c'est que l'éthique d'une société dont les messages sont émis? Je pense aux messages publicitaires notamment, pas que. 99% des messages, du point de vue même de la personne qui les émet, ne seront pas lus. Parce que ça va aller directement à la poubelle. Et je dirais, qu'est-ce que c'est que
quel rapport avons-nous à la parole, à l'échange, à l'information, à la communication, si finalement on se dit ben, c'est le jackpot, si j'arrive à en toucher 1 sur 10 000, et donc le reste va aller à la poubelle. Bon. Pour moi, c'est un grand brouhaha, au mieux. Bon. Et éventuellement, c'est une dégradation de la symbolique d'entrée en communication. Bon, ça nous amène à un deuxième point, toujours sur la communication, qui est le rapport au langage. Et il me semble que le rapport au langage, comme on l'a dit depuis les Grecs, est la meilleure et la pire des choses, mais notamment parce que le langage a un double statut. À la fois, le langage est un outil avec lequel nous nous exprimons, nous faisons passer nous entreprenons, nous essayons d'exprimer notre monde intérieur à l'adresse d'autres personnes, d'interlocuteurs. Donc à la fois c'est un outil, et en même temps, la parole est ce qui nous fait des êtres pensants et parlants. Donc d'un côté, il y a une dimension utilitaire, et de l'autre côté, il y a une dimension instituante. Donc on marche sur des œufs. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut être très volontariste et éventuellement sans scrupule en tant qu'utilisateur du langage. C'est le rôle de la publicité, de n'importe quel argumentaire marketing, qui est de jouer un petit peu avec les mots et avec la réalité pour faire passer un message et d'instrumentaliser plus ou moins, ou en tout cas influencer le destinataire. Il n'est pas possible de communiquer, d'entrer en communication sans avoir en tête cette intention d'influencer. Moi qui vous parle, je suis en train de vous influencer, pas forcément de façon manipulatoire, mais je crée une influence qui s'exerce sur vous, qui n'existerait pas si je me taisais. Bon. Donc il y a ces dimensions-là constitutivement. Inversement, quel sera le bon usage, question éthique par excellence, que je peux concevoir de cet outil qui est à ma disposition. Et si je me comporte comme un gangster, avec le langage, quel impact est-ce que ça peut avoir pour le langage en tant qu'institution ? C'est une question toute simple. Si tout le monde mentait, qu'est-ce qui se passerait ? Le langage serait bon à mettre à la poubelle. Parce que le langage ne véhiculerait plus de sens. Il n'y aurait pas de rapport entre le monde et les mots. Donc on voit bien qu'à l'extrême, on peut très bien casser notre jouet. Troisième temps, j'irai plus vite, c'est essayer de penser à ce que pourrait être, ce que devrait être une forme de civilité numérique. La civilité, c'est Jean-Marc Ferry qui en parle dans un livre qui s'appelle « De la civilisation », où il parle du moment où nous avons quitté, il y a quelques siècles, la civilisation villageoise, la société dans laquelle tout le monde se connaît, pour aller dans la grande ville, où justement on ne se connaît pas les uns les autres. Et donc, dans le contexte villageois, tout est familier, on n'a pas besoin d'expliciter des codes, parce que tout le monde se connaît depuis toujours, et donc on fait comme d'habitude. Alors qu'à la ville, il faut inventer des règles pour se comporter avec des inconnus, et une grande diversité d'habitudes et de comportements, beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver dans le petit cercle habituel. Donc l'idée, c'est d'inventer des règles qu'on appelle civilité. Donc comment, et il me semble que c'est la même problématique, plus encore avec le numérique, qui nous permet d'entrer en communication avec des gens qu'on ne verra jamais et qui habitent aux antipodes et dans des contextes dont on ne sait rien. Donc, à plus forte raison, donc on peut s'interroger sur quelles seraient les règles de cette civilité numérique, me semble-t-il, à inventer, compte tenu de ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux et au-delà, où on a plus l'impression qu'il s'agit de détruire l'interlocuteur plutôt que d'entrer en communication et d'échanger sur le fond des opinions de qualité avec le meilleur argument possible, en étant soucieux de tomber d'accord sans brutaliser l'autre. Enfin, tout ce qui pourrait faire une éthique de la communication, on dirait, de type Habermas. Bon, voilà. Ensuite, on passe justement de cette
environnement global ultra communicant, soi-disant, à tout ce qui est éthique de la discussion. Alors là, il y a aussi tout un développement à voir, c'est est-ce que nous organisons, que ce soit au travail ou ailleurs, les conditions de la discussion en sorte qu'elles puissent déboucher sur un accord partagé, discuté, argumenté, sans brutaliser, autrement dit, qui que ce soit autour de la table. Question préalable, ce serait déjà, est-ce que nous organisons des occasions de ce type-là, ou est-ce que la discussion devient, soi-disant, une perte de temps? Donc, est-ce qu'on prend la peine de se poser? Est-ce qu'on prend la peine d'organiser? Et notamment, ça passe par, alors, pour être très, très succinct sur le thème, ce que Habermas, donc le grand philosophe allemand qui a beaucoup travaillé sur la question de l'éthique de la communication, il appelle une posture communicationnelle, donc, qui favorise ce type de communication argumentée, mais par opposition à quoi? Par rapport à une posture stratégique, c'est-à-dire une posture stratégique qui est déjà induit le rapport de force. Autrement dit, je suis le chef, donc j'ai raison. Tout ce qui peut être dissuasif en se positionnant comme expert de ceci, spécialiste de cela, donc un sujet qui n'a pas été argumenté et qui déjà, en termes de posture, induit des inégalités autour de la table. Bon, et enfin, je dirais, sur le thème globalement de la communication, mais en arrivant cette fois à la question, là on a commencé avec globalement notre société, ensuite l'interlocution, la discussion, donc entre un je et un tu, et puis finalement on arrive à moi je, personnellement, comment est-ce que j'utilise la parole? Quel est mon rapport personnel, je dirais, à cet outil? Enfin, alors cet outil, c'est à la fois outil et institution, absolument prodigieux, qui nous permet de dénoncer des choses, de signifier des choses absentes. Qu'elles soient, si je dis cheval, il n'y en a pas dans la salle et tout le monde comprend cheval. Bon, alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi absolu, ça peut être insupportable, etc. Et donc comment est-ce qu'on peut, et donc probablement qu'il y a un lien étroit entre la parole et l'imagination. Et la pensée, évidemment la pensée, mais les imaginations et donc l'inventivité aussi. Bon, tout ce qui nous permet de rêver à autre chose qui n'existe pas encore. Bon, donc voilà. Et donc simplement l'idée qu'on n'a pas le temps de développer là, ce serait que je trouve que la posture de départ, ce serait d'avoir un rapport de gratitude à l'égard de la parole. Bon. Et donc c'est d'un dispositif, d'une ressource absolument prodigieuse qui est à notre disposition, qui mérite d'être traité avec les plus grands égards, y compris pour en faire le meilleur parti, à savoir parler beau, parler clair, parler limpide, y compris parler compliqué, enfin, en tirer tous les dispositifs d'orfèvrerie qu'on peut imaginer, plutôt que la parole bien profilée, bien efficace, bien publicitaire, bien techno, standard, pauvre, voilà, qui sera très efficace, mais extrêmement pauvre, d'autant plus efficace qu'elle sera pauvre, parce qu'elle va atteindre sa cible, c'est sûr. Bon. Sauf que ça ne dit rien. Voilà. Donc voilà. Et puis, je vois le temps file à toute vitesse, donc je vais carrément sauter à la fin pour dire, mais finalement, où est-ce que ça mène tout ça? Et il me semble que, aussi bien dans le rapport au pouvoir que dans le rapport à la communication, que dans le rapport aux sensibles, en fait, on est confronté peut-être à trois difficultés dans notre société contemporaine, aussi bien dans le contexte professionnel qu'au-delà. C'est que, je prends premièrement dans le système des échanges. Les échanges passent tellement pour être normaux. J'achète et donc j'achète avec de l'argent, donc je récupère tel produit, ou je contribue, donc je suis rémunéré, enfin donnant. Tout ça est une logique qui paraît tellement évidente que, me semble-t-il, on ne se rend plus compte de ce qui nous est donné par surcroît. C'est-à-dire que ce que je reçois, forcément, c'est normal. On pourrait dire que c'est un comportement un peu d'enfant gâté, de société d'abondance, où finalement on reçoit les choses simplement parce que c'est un dû. Bon. Et il me semble qu'il y a un accélérateur prodigieux qui du coup passe à la trappe, c'est justement le sentiment de gratitude. Qui est-ce qui s'interroge sur qui s'émerveille devant la parole? On s'en sert et c'est tout. Bon. Alors, me semble-t-il, les poètes sont des gens qui s'émerveillent de la parole. Bon. Et donc ça produit de la poésie. Bon. Donc il y a un problème, à mon avis, d'ingratitude. Deuxièmement, la norme, la procédure, le protocole, le standard, la règle produit de l'indifférence.
Donc il me semble qu'il y a un problème d'indifférence. Et justement, qu'est-ce qui fait que je m'arrête? Qu'est-ce qui fait que je m'étonne? Qu'est-ce qui fait que je me scandalise? C'est parce que je ne suis pas indifférent. Bon. Et puis troisièmement, il y a tout l'environnement qui nous bombarde, qui nous sursollicite, que ce soit par des mails, par des informations, etc. Nous sommes en permanence presque comme une cité assiégée qui doit se protéger tellement nous sommes bombardés de sollicitations sans cesse. Et donc ça produit de l'insensibilité. Et il me semble que là aussi, il y a un chantier, c'est-à-dire comment cultiver, reconquérir cette sensibilité en n'ayant pas peur d'ouvrir le guichet au lieu de le fermer. Voilà. Je m'en tiens là pour l'instant et j'espère qu'on va discuter. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Alors, juste une question avant de vous laisser la parole. J'ai beaucoup aimé, j'imagine, comme vous autres, enfin on verra, ton intervention. Toutes les distinctions que tu fais et cet horizon que tu dessines. Et la question, peut-être que tu t'y attends à cette question, mais c'est comment tu nous fais avancer, toi, vers cet horizon, c'est-à-dire comment concrètement, je sais que par exemple Aristote, en écrivant l'Éthique à Nicomaque, disait que la lecture de son livre pouvait faire avancer ses lecteurs vers la vertu. Je ne sais pas si tu penses la même chose à propos de ton livre, mais quels sont les... Bon, alors, ça supposerait de revenir sur chacun des 9 sujets pour voir quelle possibilité concrète est-ce que, modestement, j'avance. Bon. Je donnerai, me semble-t-il, un exemple qui est assez transversal. C'est qu'il me semble que nous avons à réhabiliter les valeurs de réceptivité. Qu'on a tendance à s'imaginer que si je dis actif, forcément c'est du positif. Si je dis passif, c'est déjà dévalorisé. Alors qu'il y a plein de ce qui est passif, c'est ce que nous subissons, en fait, c'est ce qui ne relève pas d'un acte volontaire. Bon. Par exemple, quand je rêve, c'est un phénomène passif. Bon. Quand j'écoute, alors il y a aussi ce qu'on appelle une écoute active. Bon. Mais en tout cas, il y a un premier temps d'accepter qu'il se passe quelque chose que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas prévu. Bon. Alors ça n'est pas valorisé. Mais me semble-t-il, c'est néanmoins indispensable et en même temps, la valeur d'écoute, par exemple, est une valeur de réceptivité. Et je trouve que, notamment le management par la performance de surcroît, a tendance à surévaluer la posture active qui va dire, qui va faire, qui va entreprendre, et de passer complètement à côté de la patience, de l'écoute, du silence. En fait, pour qu'il y ait du plein, il faut qu'il y ait du creux. Voilà. Et je trouve que ça fait partie des toutes petites choses qu'on peut simplement avoir en tête pour faire un peu avancer les choses dans le quotidien, quoi. Ça se passe dans l'ordinaire, quoi. Pour compléter ma question, du coup, toi qui as aussi travaillé en entreprise, toi qui as un regard assez aiguisé sur ce qui dysfonctionne d'un point de vue éthique dans l'entreprise, tu as fait, je pense, pour revenir à ce terme, un diagnostic très, très fort, très abouti, très riche, hein, très épais de ce qui pouvait se passer. Est-ce que quelles ouvertures concrètes, enfin quel dispositif concret pourrait être installé dans l'entreprise, autour de l'entreprise, pour que, par exemple, les gens, pour reprendre une distinction que tu as faite, mais tu en as fait beaucoup, ne se comportent pas, mais se conduisent, c'est-à-dire adoptent un regard critique sur les effets de leur comportement, concrètement. Voilà. Oui. Alors merci beaucoup pour ta question, parce que c'est exactement le thème du bouquin d'après. Voilà. Et donc la question que je me pose dans ce bouquin ultérieur, c'est comment est-ce que le management peut-il contribuer à ce que le travail humanise, au lieu que le travail déshumanise. Bon. Et me semble-t-il, la principale réponse à cette question, ce serait de s'intéresser un peu moins en tant que manager à la performance, c'est-à-dire aux résultats, et beaucoup plus au travail, au contenu de l'activité. Ne pas uniquement être obsédé de ce qui va sortir, de l'output,
de telle ou telle activité en termes de résultats, fondamentalement des résultats qui vont alimenter les tableaux de reporting. En gros, l'idée, c'est que nous avons affaire à... Initialement, c'était dans les sociétés cotées en bourse. Progressivement, ça s'est étendu dans les entreprises non cotées en bourse, dans les associations, dans les administrations, dans tout ce qu'il y a de plus public. Et en fait, l'idée de départ, c'est l'idée de Milton Friedman, économiste prix Nobel dans les années 70, qui dit qu'il faut s'assurer que la direction et la ligne managériale vont effectivement servir les objectifs des actionnaires. Donc le système, c'est un système d'intéressement financier qui va, avec des primes, etc., en cascade du haut en bas de la hiérarchie, se traduire en incitation. Si vous faites conformément, si vous agissez conformément aux intérêts attendus des actionnaires, alors vous aurez une prime. Ou alors, dans un contexte où on ne cherche pas du profit, mais on cherche à gérer, si vous êtes efficient, c'est-à-dire beaucoup de résultats à moindre coût, alors c'est ce que veut le conseil d'administration. Donc, ça veut dire qu'on va installer un système d'incitation avec les tableaux de reporting ou de façon dans des délais régulièrement de plus en plus courts. On va demander des résultats. Et en fait, ça induit quoi? Ça induit un grand écart entre le résultat chiffré qui va alimenter le tableau de reporting et remonter de bas en haut la hiérarchie pour informer les actionnaires que tout se passe bien. Un grand écart entre ça et le contenu concret, quotidien de l'activité elle-même. Ce que nous apprennent les ergonomes, c'est qu'il y a un grand écart entre l'activité prescrite, ce que le chef m'a demandé de faire, mon contrat de travail, etc., et le contenu effectif, qu'ils appellent le travail réel. Parce que travailler, c'est se confronter au réel qui déjoue toujours mes attentes, qui me surprend. Il y aura une panne, un manque de ceci, une pénurie de cela, un coup d'accélérateur, tel collègue absent, etc. Et donc ça suscite en permanence de faire des variantes par rapport à ce qui était prescrit initialement. Et donc c'est ça la véritable teneur de l'activité quotidienne. Sauf que ça n'apparaît pas dans les tableaux de reporting. Et non seulement, comme ça n'apparaît pas dans le tableau de reporting, personne n'en parle. Et le manager qui supervise tout ça, il est complètement obsédé par les résultats en bas à droite du bilan et non pas par la teneur de l'activité. Ce qui fait qu'on ne parle pas de la même chose et ça induit un grand écart en termes de reconnaissance que font les professionnels de plus en plus dans le monde du soin et de l'économique et du médico-social. Ils ne font pas des manifs pour avoir même seulement une augmentation de salaire. Simplement, ils demandent « reconnaissez notre travail ». Donc on voit bien qu'il y a une absence complète d'intérêt pour l'activité travail, et notamment, non seulement dans son contenu, mais dans le fait qu'elle peut être humanisante en elle-même. Ça n'existe pas, on ne raisonne plus qu'en termes d'incitation à atteindre tel objectif qui n'a pas forcément de rapport avec la teneur de l'activité de travail elle-même, et donc toute la partie... toutes les fonctions positives du travail qui permettent de s'épanouir, de devenir quelqu'un d'autre, d'apprendre, de se développer, de s'épanouir, d'apprendre la coopération et plein de sous-fonctions du travail sont complètement ignorées. Et donc, c'est comme si elles n'existaient pas. J'exprime ma gratitude pour votre intervention. Alors, simplement... je voudrais vous demander, en termes de qualité d'écoute, qu'est-ce que vous pouvez nous partager de votre expérience concrète pour améliorer cette qualité d'écoute? Donc, commencer par prendre le temps et se donner l'occasion que quelqu'un m'adresse la parole et me demande, explicitement ou pas, ou implicitement, de tendre l'oreille, quoi. Bon. Alors, évidemment que si je fais un entretien dans mon bureau, alors déjà si on est de part et d'autre du bureau, ou si on se met sur la table ronde, ce ne sera pas pareil. Est-ce que je suis en posture hiérarchique, très formelle, qui n'incite pas franchement à se déboutonner, ou inversement, est-ce qu'on se met sur la table ronde qui va induire un message un peu potentiellement d'égalité? Et puis, on n'est pas dans le rapport de force, on sait que visuellement, quand on s'affronte, c'est comme si on était déjà en train de s'affronter. Alors que si on est côte à côte, on est plus bienveillant. Bon, après, si je laisse sonner le téléphone et que je décroche toutes les 5 minutes, évidemment qu'au bout d'un moment, l'interlocuteur va se lasser, on dit, bon, il fait semblant, quoi. Évidemment que ce que je raconte n'a aucun intérêt, et donc,
Et on est le premier à se demander, mais est-ce que je raconte, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et donc, si l'autre est le premier à me signifier que manifestement non, eh ben, tout s'arrête, quoi. Et après, il y a tout ce qui est des petits outils. Après, on peut non seulement être sincèrement curieux, intéressé, attentif à ce qui se dit, puis après, essayer d'accompagner l'autre à aller dans sa propre pensée, quoi. Parce qu'on tâtonne, on commence, et puis au bout d'un moment, on peut essayer d'approfondir, de développer. On commence avec une certaine idée, puis si la discussion se passe bien, eh ben elle va permettre d'approfondir, et donc d'aller plus loin, plus profond. Et donc, à ce moment-là, c'est comme un très subtil jeu de tennis entre celui qui parle et celui qui écoute, pour essayer de se rendre la balle, et que ça aide l'autre à trouver ses propres repères dans son propre monde intérieur. Nous, on n'a pas à être intrusif, mais on peut simplement reprendre les mots de l'autre, dire « Ah bon, vous êtes fatigué ? Fatigué. Ah bon ?» et ainsi de suite. Et ça fait un point d'appui pour aller un peu plus loin, etc. Et après, je pense que ça peut vraiment aller très très loin, quoi. Mais justement, après, il y aurait aussi une éthique de ne pas aller trop loin. Dire « Ça, c'est votre secret, ça ne me regarde pas. » Et donc, d'être à la fois très empathique et curieux de laisser venir, et en même temps dire je ne suis pas vous c'est vous, moi c'est moi, et on n'a pas gardé les vaches ensemble, donc gardez votre secret. On a le temps pour... Merci. On a le temps pour une dernière question et après on aura une pause. Bonjour. Est-ce que vous pourriez développer la notion de servitude volontaire, s'il vous plaît? Merci. Donc vous connaissez un grand classique, c'est le point de repère, c'est le discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie, qui était le grand copain, on en a fait allusion à eux tout à l'heure, de Montaigne, bon, qui a écrit tout jeune, enfin, en plus il est mort très jeune d'une maladie. Bon, et donc ce discours de la servitude volontaire, où il dit voilà, cessez de servir, d'idolâtrer devant votre despote, et il va tomber tout seul. Il a une image, c'est comme une statue qui va tomber de son piédestal, et sur son poids même, va s'écrouler. Simplement, il suffit de ne pas le servir. Bon, donc ça veut dire que nous sommes les propres artisans d'un certain rapport au pouvoir qui fait qu'on porte au nu quelqu'un qui n'a strictement rien de plus que nous, quoi. Bon, donc à quoi ça tient, dit-il? Alors ça tient à la coutume. Donc on nous a toujours dit que les choses sont comme ci, sont comme ça. Donc en fait, en gros, nous avons oublié la liberté, ce qu'il appelle la franchise. Et deuxièmement, dit-il, bon, là je trouve que c'est très moderne autant que ce qui précède, il dit mais en fait la liberté, il faut s'en occuper. Et donc c'est l'enjeu même de la conscientisation éthique, de la réflexion éthique, de se poser, de s'étonner sur ce qui n'étonne personne, ou au contraire de s'intéresser à ce qui n'intéresse personne, et dire mais au fait, où on va où là? Bon, est-ce que vous êtes bien d'accord? Est-ce qu'on en a bien discuté? Enfin, donc d'être un petit peu le poil à gratter, ce qui suppose de l'audace, du courage, et en tout cas, sans aller directement au précipice, ça demande de la diplomatie. Une certaine sagesse pratique pour dire, bon, quand est-ce que je peux poser la question sans que ça fasse l'effet d'une bombe? Mais en tout cas, de sortir du silence et d'entreprendre quelque chose, bon, qui sera jugé un petit peu subversif. Bon. Et puis, il y a un troisième élément, c'est, chez la Boétie, c'est dit, il y a l'amitié, justement, ce qu'il appelle l'entreconnaissance. Donc, nous pouvons, et ça c'est une idée très très moderne aussi, c'est-à-dire après Louis XIV l'a formalisé en disant il faut diviser pour régner. Donc si chacun est focalisé sur son micro-ordinateur, sur son poste, sur ses objectifs, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ces objectifs individuels, bien sûr, ça veut dire que ça veut dissoudre les solidarités. Et que donc, la coopération devient une perte de temps. À quoi ça sert que je coopère avec mon équipe si ça ne compte pas pour les résultats? Bon. Donc, et évidemment, le système d'évaluation de la performance a bien choisi ces critères, en sorte que, justement, la coopération n'est pas forcément favorisée. Donc, si tout incite au chacun pour soi, eh ben, l'entreconnaissance sera une rareté. Et on pourrait dire, est-ce que la question de parler d'amitié en contexte professionnel, est-ce que c'est une question qui n'a pas l'air un peu saugrenue déjà? Mais vous rêvez ou quoi? De l'amitié en contexte professionnel, moi je suis persuadé qu'il y en a. Mais il y a certains contextes où on dit, mais
tu rêves complètement, quoi. C'est antagoniste. Voilà. Et même, il y a des théoriciens, y compris en éthique, en business ethics, qui prétendent que ça. Il y a des articles qui disent, bon, travailler en entreprise, c'est comme jouer au poker. C'est-à-dire, vous entrez là-dedans, vous acceptez les règles du jeu, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'on met sa conscience éthique au vestiaire, et on entre pour simplement appliquer les règles du jeu qui ont été inventées sans nous, quoi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez. Donc c'est tout le contraire de ça, quoi. Et donc de transposer ce que la Boétie a dit au XVIe siècle dans notre contexte professionnel actuel pour dire, bon, où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'on a... il ne s'agit pas de faire la révolution en renversant la table, mais dire, mais est-ce que je suis bien d'accord avec ce qui se fait? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce qu'on pourrait en discuter? Est-ce qu'on peut en discuter entre nous et puis avec les chefs? Bon, et qu'est-ce qu'ils en pensent, les chefs? Et peut-être qu'ils seront trop surpris de savoir toutes les idées qu'on a sur le sujet, qu'ils n'ont même pas pensé de nous poser la question, etc., etc. Donc c'est un vaste chantier. Et c'est sûr que on n'en finit pas. C'est comme avec l'éthique, on n'en finit jamais. Dès qu'on soulève le couvercle, tout vient et à nous, à nous les problèmes. Merci beaucoup pour tout ça.